Je vous propose de débuter ce point de presse. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, merci d'avoir dégagé de votre temps un samedi matin pour venir à la préfecture pour nous écouter, car nous souhaitions avec Monsieur le ministre, président de la métropole de Dijon, faire un point avec vous sur l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 sur le département, mais plus particulièrement sur la métropole dijonnaise. Et nous avions l'un et l'autre, dans le cadre d'un échange coopératif et des relations permanentes que nous entretenons sur ces sujets. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. Nous avions quelques messages à délivrer à nos concitoyens en cette période. Si vous le voulez bien, Monsieur le maire, je passe la parole à Madame Guiblin pour commencer, si vous le voulez, qui va nous présenter une situation des indicateurs que nous suivons ici comme ailleurs. C'est une batterie d'indicateurs qui permettent de situer le niveau d'évolution de cette satellite épidémie qui nous complique tous un peu la vie. Puis ensuite, nous pourrons reprendre la parole l'un et l'autre. Et vous pourrez naturellement nous interroger. Merci, Monsieur le Préfet. Bonjour à tous. Donc, en introduction de ce temps d'échange, je vais vous présenter un certain nombre d'indicateurs de manière à illustrer la circulation du virus au sein de la métropole et identifier ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. Les principaux indicateurs que nous utilisons actuellement sont depuis plusieurs semaines le taux d'incidence, qui correspond au nombre de personnes qui sont positives à la Covid ramené à 100 000 habitants. Cet indicateur au sein de la métropole, pour la période du 22 au 28 septembre, puisqu'on fait une moyenne lycée, pour lisser les effets saisonniers de week-end, etc., s'élève à 156,5 pour 100 000, qui est au-dessus du seuil d'alerte et qui reflète en fin de compte une circulation relativement active du virus au sein de la population. Nous attirons votre attention sur l'indicateur de ce taux d'incidence ramené à la population des 65 ans et plus, qui représentent les personnes les plus fragiles et qui, in fine, sont les personnes que nous retrouvons dans les services hospitaliers du fait de l'impact du virus sur leur état de santé. Ce taux, aujourd'hui, s'élève à 71 pour 100 000 habitants et dépasse lui aussi l'indicateur d'alerte renforcé. Ces éléments sont à mettre en regard avec un autre indicateur qui est le taux de positivité, qui est le nombre de personnes positives donc en moyenne mobile sur 7 jours. Il s'élève sur la métropole à 9,2%, avec un indicateur qui est de 4,7% pour les 65 ans et plus, ce qui signifie que les personnes les plus fragiles ont cette connaissance du virus et appris de la première vague qu'il convient de se protéger avec encore plus d'attention, ce qui fait apparaître une différence entre ce qui se reflète par un âge moyen des personnes qui ont le Covid et qui est relativement jeune en Côte d'Or et dans la même métropole, avec un âge moyen d'à peu près 37 ans. Ces personnes qui sont relativement jeunes et qui sont positives au Covid sont parfois asymptomatiques, mais néanmoins peuvent transmettre le virus. D'où le travail qui est mené au niveau des instances sanitaires pour tracer ces personnes qui sont positives de telle façon à les isoler et permettre ainsi la non-transmission, la non-contamination des personnes les plus fragiles. Tous les efforts qui sont faits en population générale visent à protéger ces personnes fragiles. Vous noterez que nous sommes revenus à un nombre de tests réalisés qui est relativement satisfaisant sur la métropole, avec, je le souligne, un effort important des laboratoires de biologie médicale qui, après un mois de septembre qui a pu être parfois compliqué, ont réussi à remettre en place des dispositifs qui permettent d'une part l'accès aux tests de manière efficiente. On trouve aujourd'hui un rendez-vous pour faire un test Covid rapidement sur la métropole. Et les délais de rendu de tests se sont raccourcis, se rapprochant de délais qui sont tout à fait acceptables. On doit être à peu près autour de 3 jours pour avoir un rendu de test, avec une distinction, puisqu'avec la mise en œuvre de la nouvelle priorisation des tests, ce qui nous a facilité à mieux organiser les flux,
Les personnes qui sont prioritaires, les personnes symptomatiques ou les cas contacts, elles ont des résultats à 48 heures, ce qui est un résultat tout à fait honorable pour la métropole et la Côte d'Or de manière générale. J'attire votre attention néanmoins sur un autre indicateur sanitaire, cette fois-ci, qui nous interpelle et qui doit justifier notre vigilance parmi la population générale. On a aujourd'hui à Dijon 30 personnes hospitalisées pour la Covid, dont 11 d'entre elles sont en service de réanimation au CHU de Dijon. Vous le savez certainement, les services de réanimation jouent une solidarité régionale, de telle façon à permettre, comme nous l'avions fait lors de la vague 1, de faciliter la prise en charge des patients sur l'ensemble du territoire régional, de telle façon à organiser les services et assurer, c'est un enjeu majeur actuel, la poursuite des opérations qui sont aujourd'hui programmées pour des patients qui avaient dû repousser et reporter des interventions chirurgicales au deuxième trimestre 2020. D'où l'intérêt de regarder ces indicateurs au niveau de la métropole, bien évidemment, mais aussi au niveau de la région. Et la dynamique est particulièrement importante. Pour information, le 24 septembre, on avait 4 personnes hospitalisées en réanimation, et comme je vous le mets sur le support, 11 à l'heure actuelle. Si ces indicateurs en valeur absolue peuvent paraître faibles, il faut néanmoins les mettre en perspective avec les capacités totales normales régionales. Elles sont d'à peu près 200. On a 200 lits qui sont ouverts tous les jours en temps normal pour accueillir les patients en réanimation. Ces lits sont en partie occupés par des patients qui sortent de salles de réveil ou qui ont des incidents de santé. Donc, si on considère qu'un taux d'occupation classique d'à peu près 80-83%, vous comprenez bien que ces nouveaux patients Covid viennent en compléter et, en fin de compte, atteignent la capacité maximale des services de réanimation avec une activité normale. Pour vous dire, aujourd'hui, le taux d'occupation au niveau régional de ces lits de réanimation, il est d'à peu près 14%. Et gardez en tête que lorsque ce taux dépasse 20%, au regard des 80% qui sont occupés par les patients classiques, on est obligé d'entrer dans une phase de déprogrammation de certaines activités chirurgicales non urgentes, ce qui n'est pas notre souhait. Bien sûr, il faut prendre en compte les tensions au niveau des services hospitaliers qui ont été mis à rude épreuve et pour lesquels il faut aussi être attentif à la montée en puissance, mais je vous le rappelle, on est vraiment attentif à la continuité de l'activité de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de chance parmi la population générale. Donc cet indicateur qui augmente, même si en valeur absolue il reste faible, doit vraiment nous alerter et c'est un indicateur essentiel désormais qui doit guider les mesures qui sont prises. De manière générale, les effets des mesures que nous pouvons prendre, type port du masque, respect des gestes barrières, ont un certain temps pour donner leurs bénéfices sur ces indicateurs. On a une certaine inertie du système qui malheureusement monte souvent plus vite qu'il ne redescend. Ainsi, quand vous regardez les graphiques que vous trouverez au recto du document que je vous ai donné, on observe ces hausses de ces indicateurs, taux d'incidence et taux de positivité, avec, sur les derniers jours, une diminution des indicateurs. J'appelle une certaine vigilance sur cette diminution qui doit d'une part être corroborée dans le temps, et d'autre part qui se justifie aussi par la diminution du nombre de tests qui ont été réalisés ces dernières semaines. Ainsi, on a fait moins, sur le département, je n'ai pas l'information au niveau de la métropole, mais on a fait moins 15% de tests au cours des 2 dernières semaines, au regard de la priorisation et du changement de doctrine au sein de l'éducation nationale. On a un changement de doctrine qui implique moins de tests parmi les enfants. Donc cet indicateur doit être corroboré, cette baisse du taux d'incidence sur le dernier jour vise à être confirmé, il faut être confiant et optimiste, mais néanmoins il ne doit pas nous réjouir trop vite et doit nous conduire à garder une approche de prudence. Et de fait, vous pouvez voir sur le taux de positivité que lui, ce taux de positivité est élevé, approche un certain seuil de stabilité, mais néanmoins ne diminue pas lui-même. Or, il faut que ces deux courbes s'infléchissent et durablement.
je souhaitais juste finir mes propos sur l'importance de respecter, une fois de plus je le répète, les gestes barrières, le port du masque, les principes de distanciation sociale qui sont aujourd'hui les seuls moyens efficaces et avérés pour limiter cette propagation du virus parmi la population active, parmi les jeunes, mais aussi auprès des plus fragiles, dont les personnes âgées. Le message qui nous a été adressé par le ministre Véran est repris par le mot il faut limiter nos interactions sociales, même si ça nous coûte. Il faut réduire cette bulle sociale. Et pour ce faire, je rappellerai deux principales préconisations. Certaines personnes sont isolées dans le cadre des enquêtes sanitaires. Il s'agit des personnes qui sont positives au virus et d'autres qui sont contacts à risque. Elles ont été prévenues par l'assurance maladie, par l'agence régionale de santé, voire par un médecin généraliste, parfois par l'éducation nationale quand il s'agit des enfants. Les personnes contacts doivent s'efforcer de respecter l'isolement pendant la septaine. C'est essentiel et ça fait partie des mesures certes contraignantes mais utiles et nécessaires pour casser ces chaînes de transmission. Dépister n'est pas suffisant si derrière nous n'en prenons pas les conséquences pleines et entières. Une personne contact à risque doit s'isoler et il a été mis en place un certain nombre de dispositifs, tant au sein des préfectures, en lien avec les collectivités locales, tant au sein des agences régionales de santé, pour s'assurer et faciliter cet isolement. Donc c'est vraiment un message de sens civique que nous adressons, mais c'est vraiment un message à prendre sérieusement et il faut s'y astreindre. Ces 7 jours d'isolement, il faut le respecter. Et par ailleurs, sur une autre thématique plus générale, je vous parlais de diminuer la bulle sociale. Il faut en effet essayer de limiter dans une semaine le nombre d'amis qu'on voit, essayer de rencontrer les mêmes personnes. Ce n'est pas parce qu'on ne sort pas à l'extérieur qu'il faut faire des fêtes avec plein d'amis différents dans un appartement. Ça n'a pas de sens. Il faut essayer d'être raisonnable, même si c'est compliqué. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire. C'est juste éviter de voir un groupe d'amis A le lundi, un groupe d'amis B le mardi et un groupe d'amis C le mercredi. C'est être attentif à ces temps d'échange. Et ça passe aussi tout simplement parfois par aussi le retour au télétravail pour ceux qui le peuvent, ce qui permet en fin de compte, de façon peut-être plus simple, pour ceux qui le peuvent, d'être dans une limitation des interactions, en tout cas au niveau du cercle professionnel. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les sujets sanitaires. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Vous avez dit beaucoup de choses. Je crois extrêmement utile et pertinente à rappeler et à connaître. Moi, je ne vais pas vous tenir de trop longs propos. Je crois que les données que vous avez présentées font apparaître que depuis 4 semaines environ un mois, la situation sur le département, notamment sur Dijon, sur le développement de ce virus, l'activité de ce virus se développe et continue de se développer, et que les premières tensions sur le système hospitalier, alors on n'est pas du tout dans la même configuration que pendant la période de confinement, mais il y a une tension qui apparaît sur le système hospitalier qui commence à nous inquiéter un peu, et qui mérite de la vigilance. Le département de la Côte d'Or, la métropole de Dijon, plus exactement, est classée, vous savez, dans la graduation des classements des grandes villes, en zone rouge, on a largement dépassé le seuil d'alerte de 50 pour 100 000 en taux d'incidence. Nous sommes à 100, vous avez rappelé, 156, autour de 160. Donc, et combiné avec les autres critères, nous sommes proches d'intégrer ou de se rapprocher du classement supplémentaire des villes en taux d'alerte renforcé. Il y a 3 niveaux. Le niveau vert, quand on est en dessous du seuil d'alerte, le niveau rouge, nous y sommes, le niveau rouge écarlate, nous ne sommes pas très loin, et puis l'alerte maximum, les départements ou les villes en situation d'alerte. Donc nous sommes vraiment proches d'un basculement dans le classement de la métropole de Dijon. Vous savez que nous avons
des relations de travail très étroites avec les élus de Dijon sur ces sujets pour proportionner les mesures plus coercitives que nous ne souhaitons pas prendre, si jamais, sur ces matières qui touchent la vie économique et sociale de Gaieté de Cœur qu'on intervient. C'est un peu par défaut, en vérité, que de pouvoir maîtriser cette affaire différemment. Mais j'ai été amené, donc, après ces échanges, à prendre, je n'y reviens pas dans le détail, vous les connaissez sans doute, prendre un certain nombre de dispositions, comme le port du masque sur les foires et marchés couverts, les brocantes, les vide-greniers, les fêtes foraines, et aux abords de tous les établissements d'enseignement dans tout le département, le port du masque dans les principales zones de brassage de population, sur l'agglomération de Dijon et sur une partie du centre-ville de Beaune, l'interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public, ça c'est déjà fait, l'interdiction également des événements d'intégration parmi la population étudiante ou jeune, où le virus circule, nous le savons, un peu plus activement. Je peux dire, monsieur le Président de la métropole de Dijon, que nous avons décidé d'adopter une disposition supplémentaire à cette panoplie de mesures, à cet ensemble de mesures, qui est d'interdire la vente d'alcool dans certains quartiers de Dijon et l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique à partir de 22 heures. Donc une mesure qui participe un peu de la même logique et qui, je crois, pourrait être compris tout à fait aisément. En fait, je pense que le message est assez simple, c'est un message d'appel à la vigilance et à la responsabilité. Moi, je crois que le virus est là, il faut naturellement faire avec, mais je pense que de le maîtriser, de le contenir, est à notre portée. Nous n'avons pas de vaccin. Les dégâts que cela pouvait avoir au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Donc pour contrarier cette évolution et permettre à notre pays de développer ses capacités dans le domaine économique, social, culturel, retrouver une vie normale, il y a un petit effort à faire. Ce sont finalement de petits efforts pour éviter de grandes difficultés. C'est ça le message. Sachant que la liberté, on entend parfois parler d'une forme de liberté, la liberté naturellement à la base du contrat social dans notre pays, mais la liberté sur ces sujets quand même s'arrête à la liberté des autres. La liberté, c'est pas de contaminer ses voisins, c'est plutôt c'est associé à la responsabilité, la liberté, dans un régime républicain comme le nôtre. Voilà, donc nous ferons tout pour éviter une détérioration et nous invitons, moi j'ai confiance dans l'esprit, monsieur le maire, de responsabilité et de solidarité de nos concitoyens de l'agglomération de Dijon, pour comprendre ce message de responsabilité et éviter devoir prendre des mesures plus contraignantes. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le préfet. D'abord, je voudrais remercier le préfet de région, la directrice de l'ARS, Mme Guiblin, je veux le dire parce que ce n'a pas toujours été le cas, mais à ce point-là, d'une parfaite coopération qui existe ici entre les élus de la métropole et le préfet de région. Merci, sincèrement merci. Ça correspond aux orientations qu'a demandé le gouvernement, à savoir que les décisions qui sont prises ensemble après discussion sur ce qui est le plus efficace. Le message qui a été passé, je vais être très court, il est assez simple. Rien n'est inéluctable. Rien n'est inéluctable. Il n'est pas inéluctable que nous passions aujourd'hui en seuil d'alerte renforcé, en rouge écarlate. Nous avons vu à travers les indicateurs qu'a présenté Mme Guiblin que nous sommes juste en dessous pour deux des indicateurs, celui d'incidence et la positivité. Je parle de la métropole. Nous avons encore que 11 patients, 11 en réanimation ce matin, ce qui est un taux inférieur aux 20%
qui est le seuil d'alerte pour la réanimation, mais le personnel hospitalier, le jour je discute avec la présidente, la directrice générale du CHU, le personnel hospitalier est extrêmement fatigué, il faut en tenir compte, et on imagine mal d'avoir aujourd'hui une nouvelle vague qui arrive à l'hôpital public, au CHU notamment, qui a beaucoup de travail. Et ils ne veulent surtout pas déprogrammer, pour retrouver encore des problèmes. Donc, à quelques jours puisque nous avons un point toutes les semaines avec le ministre, vous l'avez, avec le ministre de la Santé, avec le Premier ministre, donc nous savons qu'à la fin de la semaine prochaine, nous aurons un nouveau point d'information, où on en est. Et donc, moi je voudrais dire que rien n'est inéluctable, je le redis assez simplement, mais c'est un appel à la responsabilité. On l'avait déjà fait, nous voyons, ça a quelques effets, on n'est pas passé immédiatement, on tient, donc il faut tenir, et pour tenir, il faut respecter les gestes barrières, il faut se conformer à ce qui a été demandé par l'ARS, par les pouvoirs publics, par le préfet et par moi-même. Donc, parce qu'il y va de l'avenir de l'économie dans notre métropole. On est vraiment sur une ligne de crête. Hein. C'est pas facile, il faut comprendre que ce n'est pas facile, mais l'appel à la responsabilité il est indispensable. Imaginez des mesures complémentaires sont obligées d'être prises la semaine prochaine, eh bien, ça va pénaliser l'économie, ça va pénaliser l'attractivité. Et par exemple, je prends un exemple très simple, le fait de refaire du télétravail, ben, ça porte atteinte au transport en commun. Les transports en commun indiquent modestement, je préfère, mais c'est un gros problème de recettes pour la collectivité. Nous sommes remontés à des taux très exceptionnels en métropole de 96% de fréquentation des transports collectifs. Donc c'est très important de pouvoir maintenir cette vie économique. Pour la maintenir, il faut respecter toutes les consignes qui ont été données. Et donc on compte sur vous pour relayer cela, notamment les réunions familiales, amicales, qui se passent à l'intérieur des foyers, des appartements, des maisons. Et c'est là où nous savons qu'il y a aujourd'hui souvent des risques de propagation du virus. Donc le préfet de région a annoncé une mesure de limitation de la consommation, de la vente, de la consommation de l'alcool sur la ville de Dijon. C'est à 21h. 21h, c'est 21h. Plus le droit de vendre de l'alcool, de consommer sur la voie publique. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'épiceries de nuit qui continuent. Après, ça provoque des regroupements avec des personnes souvent en état d'ivresse, qui provoquent d'ailleurs d'autres difficultés pour la police nationale et la police municipale. Et donc là, il s'agit de santé publique. Et donc, si vous pouvez nous aider à faire passer ce message, d'autres mesures viendraient si, évidemment, nous passions en alerte renforcée. Et il faut que tout le monde pense à l'économie, pense à ses restaurants, pense à ses hôtels, à la vie ici. Et tout le monde doit le faire en responsabilité. Et pour cela, faire attention dans la transmission. Voilà, c'est un message assez simple que je fais passer, mais je voudrais ici, devant vous, remercier l'ARS et le préfet de région de leur travail en commun que nous faisons. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions à vous poser qui ouvre le... Madame. C'est gentil, merci. Donc, Amandine Robert du bien public. Ce serait pour définir un petit peu mieux les quartiers. Vous avez parlé de quartiers où l'interdiction à partir de 21h aura lieu. Oui. Ça reprend un arrêté que j'avais pris. Je ne peux pas vous le sortir là comme ça, puisqu'il y a des numéros. C'est là où, par exemple, rue des Perrières, c'est jusqu'à tel numéro, parce que c'est là où il y a des établissements qui sont concernés. Quai Nicolas Rollin, je pourrais vous en donner la liste et on vous la fera passer d'ailleurs très rapidement. Hein. C'est l'arrêté qui a été pris, mais qui est aujourd'hui... parce que l'arrêté que prend le préfet de région donne des pouvoirs supplémentaires à la police nationale. Parce que moi, c'est la police municipale qui appliquait les arrêtés municipaux. Le préfet de région, prenant cet arrêté, en parfaite harmonie avec nous, ça va donner des moyens de contrôle renforcés. Avec des amendes de niveau... Avec des niveau plus élevé, de 135 euros. Plus élevé de 135 euros. Non, 135 euros. Le critère, ce n'est pas le quartier en tant que lieu d'habitation de population, c'est le critère en tant que lieu d'établissement de certaines épiceries de nuit.
il y a des sites qui ont été identifiés par l'autorité municipale, que je reprends à mon compte, si je puis dire, hein, et nous ajoutons l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique. Et Il y a un rajout, si vous voulez. et l'interdiction de consommation d'alcool, c'est quoi son périmètre? L'ensemble de la ville. L'ensemble de la ville. Merci. En ce qui concerne la foire de Dijon, est-ce que vous avez déjà des informations à ce sujet? Oui, je crois pouvoir dire, monsieur le maire, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, hein, parce que nous avons bien conscience qu'il y a un enjeu particulier. Nous serons amenés à prendre une décision définitive dans une semaine environ. Voilà. Dans une semaine, nous attendrons peut-être d'y voir un peu plus clair sur les tendances d'évolution de l'épidémie. Et à ce moment-là, il faudra que nous prenions une décision. J'ai été sollicité par l'organisateur à plusieurs reprises, qui m'a transmis un document, un protocole sanitaire, et qui attend une décision de ma part. Si vous permettez que je complète, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis saisi par des restaurateurs qui, comme chaque année, louaient des emplacements qui sont très, très inquiets, qui hésitent beaucoup d'eux-mêmes, hein, sans même... parce qu'ils se doutent que ça va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc, je crains qu'il y ait beaucoup d'annulations qui nous amènera peut-être plus facilement à prendre une décision. Pour que les frais déjà engagés sur la foire en cas d'annulation puissent être couverts par l'assurance, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle émane de vos services, monsieur le préfet? Oui, c'est-à-dire que j'aurais à prendre, effectivement, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pour les événements de ce type, je suis saisi de demandes de dérogation. Les organisateurs ont saisi d'une demande et je dois me prononcer. Je ferai une concertation avec les autorités municipales. Je reviens sur la vente d'alcool pour être sûr d'avoir bien compris. Donc la consommation à partir de 21h interdite. C'est ça. Et la vente, c'est aussi... Sur la voie publique, hein, sur la voie Oui, publique. oui. Et la vente, c'est aussi 21h? Oui, oui. Les deux. Ok, merci. Et pareil, sur la vente d'alcool, c'est Dijon ou alors dans toute la métropole de Dijon? Dijon, je peux faire Dijon. Dijon, là. Mais d'ailleurs, là où il y a le plus de bars qui vendent de l'alcool ou d'épiceries de nuit. Nous avons un échange avec vos collègues, monsieur le ministre, sur ce sujet. Absolument. On a considéré que l'essentiel du sujet était quand même plutôt dijonnais. Mesdames, messieurs, est-ce que vous voyez autre chose? D'autres questions à nous poser? Juste petit rappel des potentielles mesures si on passe en seuil supplémentaire, notamment sur la restauration. Oui, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a associé aux différents niveaux des mesures potentiellement possibles. Hein. Oui. Pas d'automaticité, mais pour traiter les situations un peu de la même façon pour le pays, le gouvernement recommande un certain nombre de types de mesures. Dans les mesures, nous souhaitons naturellement éviter ça, mais dans les mesures recommandées lorsque les agglomérations passent en niveau écarlate rouge, il n'y a pas la fermeture des bars, hein, il y a l'obligation de fermeture des bars à 22 heures. Ça fait partie des mesures possibles. Et de la restauration également? Non. Non. Non, le gouvernement travaille en ce moment avec les restaurateurs pour trouver le point d'équilibre dans l'organisation des restaurants, les dispositions à prendre pour éviter de fermer les restaurants. Et si je peux me permettre, c'est quand on est en alerte maximum qui est l'échelon, enfin c'est des considérations sur le monde de la restauration, et dans l'échelon non pas alerte renforcée, mais dans l'échelon juste encore au-dessus. Excusez-moi.
Quand sera pris l'arrêté d'interdiction? Je vais le prendre en début de semaine. Il sera applicable en début de semaine lundi. Ça vous paraît clair, mesdames, messieurs? Bien, écoutez, merci. Merci d'avoir Merci, M. Potet. cette mesure, si vous voulez, j'ai rappelé le mot, c'est Si on fait tous preuve de responsabilité et d'attention, on peut dépasser en rouge écarlate, c'est-à-dire une alerte qui nous amènerait à prendre des solutions plus contraignantes pour l'économie. Oui, bonjour. Alors, pour revenir sur un indicateur qui est le taux d'occupation des lits de réanimation en Côte d'Or et en particulier à Dijon. Aujourd'hui, on a 11 patients qui sont hospitalisés dans le service de réanimation du CHU de Dijon. Il y en avait 4 il y a une semaine. Là, on est sur une augmentation relativement importante, presque de 1 patient par jour au sein de ce service. En valeur absolue, 11 patients, ça ne paraît pas énorme. Néanmoins, 2 points d'alerte. Pourquoi ? On réfléchit toujours sur une approche régionale, parce que les services de réanimation ont toujours travaillé de manière solidaire en intra-régional, voire en extra-régional au cours de la première vague de l'épidémie, de telle façon à se dire que quand un service commençait à être saturé, il pouvait envoyer des patients dans d'autres services, de telle façon à assurer une prise en charge de l'ensemble des patients qui avaient besoin de soins intensifs ou de réanimation. Or, au niveau régional, cette hausse se confirme dans plusieurs autres départements et on atteint aujourd'hui plus de 14% de taux d'occupation des services de réanimation au sein de la région. 74% de patients Covid. Or, il en reste plus de 80%, mais ces 80%, une bonne partie de ces lits sont d'ores et déjà occupés par des patients qui ont des pathologies chroniques, qui sortent de salles de réveil et qui ont besoin de soins particuliers. Les lits disponibles, au-delà des 14%, ne sont donc pas vides, mais occupés par des activités de chirurgie programmées que nous ne souhaitons pas déprogrammer actuellement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a eu beaucoup de déprogrammation au deuxième trimestre, en plein boom de l'épidémie de la vague 1, et qu'il faut donc opérer une opération de rattrapage pour que les gens puissent accéder aux soins, et aux soins lourds, en passant par des lits de chirurgie, des salles de réveil, et possiblement des lits de réanimation. Le seuil au-delà duquel on doit commencer à réfléchir à des déprogrammations d'activités chirurgicales non urgentes, il s'élève à 20%. Aujourd'hui, je vous rappelle, nous sommes à 14% avec des évolutions relativement rapides. Donc, un agriculteur a surveillé de près pour s'assurer que la situation reste maîtrisée. Les gens qui finissent en réanimation, c'est des gens qui sont malades depuis un certain temps. Les efforts, ils sont à moyen terme. Aujourd'hui, si vous tombez malade, certains seront asymptomatiques, tant mieux. Ceux pour qui l'impact sur la santé sera le plus important, les personnes âgées, les personnes les plus fragiles, elles vont avoir en fin de compte une décompensation qui est longue. Donc l'impact sur les services de réanimation, on n'a pas tout de suite, on a 15 jours, 3 semaines. Donc on est attentif à cet indicateur.